Alors, Madame Chapdelaine, vous êtes la porte-parole de la table de quartier de Peter McGill. Je dois vous dire qu'on a bien lu votre opinion, votre document. Vous avez 10 minutes pour nous en présenter les grandes lignes et nous prendrons 10 minutes pour échanger avec vous. 10 minutes, ça va vite et votre document est assez volumineux. Donc, je vous invite là, à faire ça assez rondement, d'accord? Quand il va rester 2 minutes, je vais vous le dire. Parfait. Merci. Merci beaucoup. D'abord, je vous remercie là, pour l'opportunité qu'on a de quand même pouvoir présenter nos mémoires malgré la pandémie. C'est tout à l'honneur de la commission d'avoir pu procéder à des présentations même virtuelles. Donc, je pense que c'est très apprécié par la communauté. Concernant le projet, nous, c'est sûr que la table de quartier Peter McGill, on tient vraiment à signer le désir de la Ville de Montréal de tendre vers la protection du patrimoine bâti du secteur qui est à l'étude, ça principalement le secteur Shaughnessy. On est très content que les nouveaux paramètres proposés viennent à reconnaître davantage le bâti existant, puis éviter ainsi d'entretenir la spéculation foncière parce qu'on attribue une valeur le plus importante aux terrains qu'aux bâtiments qui les occupent. Par contre, dans l'analyse qu'on a faite avec les citoyens qu'on a rencontrés, avec qui on a échangé sur le projet, on considère que c'est un peu complexe pour le citoyen moyen là, de participer, disons, à une consultation qui mélange soit l'étude d'un projet immobilier puis des changements réglementaires d'un secteur, tout ce qui est règlement d'urbanisme, concept de densification, spéculation foncière, intégration architecturale, c'est pas des concepts qui sont à la portée de toutes et tous, puis on pense que c'est la responsabilité de la Ville de Montréal de s'assurer que les résidents du quartier puissent participer de manière pleine et entière, sans être intimidés soit par l'ampleur de la tâche ou par le manque de connaissances techniques. Donc, éventuellement, si ça devait se reproduire, on suggérerait à la Ville de ne pas procéder de cette manière-là. Finalement, pour ce qui est de l'analyse comme du projet en entier, c'est sûr que nous, dans notre quartier, pour différentes raisons, on ne peut pas analyser ça de manière en silo. En fait, c'est qu'on doit vraiment voir ça dans l'ensemble de tout ce qui se passe dans le quartier. Puis c'est un peu pour ça là, qu'on a décidé de déposer un mémoire parce qu'on pense que la réalité de notre quartier est très particulière, ce qui fait que ça nous amène à avoir des positions qui peuvent être aussi un peu uniques à notre quartier. Donc, je rappelle un peu la mission de la table de quartier. Vous êtes certainement familier avec le concept de table de concertation. Donc, évidemment, on rassemble les résidents, les commerçants, les travailleurs, les étudiants dans le quartier, les organismes autant publics que communautaires. Puis, on a environ 225 membres qui sont répartis là, à travers les différentes catégories que je viens de mentionner. On va commencer par ce qui est de l'analyse du changement de réglementation dans le secteur de Shaughnessy. On est très favorable à la table de quartier, comme je l'ai mentionné, à ce que les hauteurs et les densités soient diminuées dans le secteur. En effet, Peter McGill, qui est comme le quartier, a subi beaucoup de transformations dans les dernières années. Puis on croit qu'il est primordial vraiment de réfléchir à l'avenir du quartier comme un lieu de vie au regard vraiment des nouvelles réalités, notamment les pandémies qui peuvent survenir, le télétravail, le développement des TOD, le développement de quartiers complets, le concept de la ville du quart d'heure. Donc, on est content quand même que la ville se penche sur ces questions-là. On sait aussi que la ville est consciente que ce secteur-là est soumis à d'énormes pressions de la part des promoteurs immobiliers. Puis, on voit aussi d'un bon œil qu'en réduisant les hauteurs, les densités, on aplanit un peu la courbe de la spéculation foncière. Évidemment, là, comme j'ai mentionné, dans les dernières années, le nombre de nouvelles unités d'habitation a explosé dans le quartier, puis ça le fait augmenter beaucoup la pression sur les services et les infrastructures qui sont offerts dans le quartier. Je pense notamment au manque d'espace vert, au manque de terrains sportifs, l'absence d'école présentement pour les familles qui sont déjà établies dans le secteur. Donc, on croit là, évidemment que la densification des quartiers centraux doit se faire de manière équilibrée, puis ça représente un outil afin de parvenir à créer des milieux agréables et adaptés, qui
c'est pas une fin en soi. Pour nous, la densification à tout prix, c'est vraiment pas la vision qu'on privilégie pour notre organisme. C'est ça qu'on apprécie aussi de cette modification, de ces changements-là, c'est-à-dire qu'on veut réfléchir à l'avenir du quartier. Évidemment, là, dans une de nos premières recommandations, c'est quand même que dans la perspective de rendre Peter McGill et principalement le secteur de Shaughnessy des endroits accueillants, la Ville doit maintenir ses efforts afin d'offrir des infrastructures publiques à la hauteur des besoins déjà identifiés dans le quartier. Donc, pour nous, de simplement diminuer les hauteurs et diminuer les densités, c'est des outils, mais la Ville doit continuer de travailler à faire de ces quartiers-là des lieux agréables à vivre. On était aussi très contents de voir qu'en diminuant les hauteurs permises, on assure que le centre-ville qui est habité ne devienne pas une forêt de gratte-ciel. C'est une particularité de Montréal. On a un centre-ville où il y a des gens qui y vivent, c'est pas juste des tours à bureaux. C'est un attrait du secteur qui a été mentionné par beaucoup de citoyens qu'on a rencontrés. Ils sont contents d'être au centre-ville, ils sont contents d'avoir accès au soleil, de sentir qu'ils sont dans un quartier à échelle humaine, qu'il y a un contact entre la rue et les résidences ou les commerces qui sont là, puis que c'est pas une forêt là, de gratte-ciel. Évidemment, la contrepartie, par contre, de la diminution de la densité et de hauteur dans le quartier, c'est l'augmentation des prix des loyers dû à l'effet de rareté là, qui va créer. Déjà, dans notre quartier, on constate que la valeur moyenne des logements, telle qu'évaluée par les propriétaires, est de 65 % plus élevée au centre-ville qu'ailleurs à Montréal. Puis les frais de logement mensuels moyens sont également supérieurs à la moyenne et de l'arrondissement Ville-Marie et de la Ville de Montréal. En plus de ça, pour ce qui est du secteur Shaughnessy, c'est également celui qui montre la plus forte croissance des frais de logement pour les locataires, avec une augmentation de 15 % entre 2011 et 2016. Puis considérant que c'est le secteur où il y a la plus grande proportion de résidents locataires, c'est vraiment pas une donnée négligeable pour nous. De plus, la proportion de ménages qui représente 56 % environ, qui ont un taux d'effort de 30 % est la plus élevée dans Peter McGill que dans n'importe quel arrondissement montréalais. Et tous ces ménages-là se concentrent également dans le secteur Shaughnessy. Donc, c'est un secteur qui vit quand même une grande défavorisation sociale et matérielle. Donc, une de nos recommandations, c'est que la table de quartier est d'avis là, que la Ville de Montréal doit dès maintenant mettre tout en œuvre afin de contrer les effets néfastes de la hausse des prix des logements en procédant, entre autres, avec la collaboration du milieu au développement de projets de logements sociaux et, en plus de ça, principalement d'unités de logement pour les familles. On a aussi, lors de nos propres consultations qu'on a menées auprès des résidents de notre secteur, on a noté qu'il y avait quand même une certaine incompréhension là, par rapport au choix de la Ville de diminuer les hauteurs et les densités dans ce secteur-là tout en permettant à un unique promoteur d'avoir accès à cette opportunité-là. On comprend que ce n'est pas deux éléments qui sont liés. Par contre, c'est un peu pour ça là, qu'on mentionnait la difficulté pour les citoyens là, de contribuer ou de participer à cette consultation-là. C'est qu'il y a une certaine incompréhension technique entre le fait de diminuer les hauteurs d'un secteur et les densités, puis de permettre à un seul promoteur. Donc, on comprend que c'est moins évident pour les résidents du secteur de comprendre comment la Ville est arrivée à ce raisonnement-là. Pour ce qui est du projet immobilier comme tel, je vous rappelle là, que la Ville de Montréal invitait les arrondissements à se doter d'objectifs en matière de logements sociaux et abordables dans le cadre de la stratégie d'inclusion. Malheureusement, dans l'arrondissement Ville-Marie, l'arrondissement ne s'est jamais doté de tels objectifs. Puis, en plus, en 2011, il y a eu une révision de la hausse du cadre des densités hauteur au centre-ville, puis ça rendait inopérante la stratégie, puisque les constructions là, devenaient des projets de plein droit, puis la stratégie s'appliquait seulement aux projets dérogatoires. Donc, dans le quartier, dans les dernières années... Madame Chapdelaine, juste vous dire qu'il nous reste moins de 2 minutes. OK, parfait. Ben non, c'est ça. Donc, comme mentionné, là, pour nous, c'est un projet supplémentaire qui ne répond pas aux besoins du quartier en termes de logements sociaux. C'est un projet qui propose seulement 27 unités de logement abordables puis une compensation financière tout à fait insuffisante pour le logement social.
Puis pour nous, là, ça montre encore que les promoteurs peuvent s'en sortir en faisant une compensation financière. Puis pour nous, ça veut dire encore une fois une perte de logements sociaux, alors que dans notre quartier, les logements sociaux, c'est même pas 2% du nombre d'habitations. Puis les logements sociaux pour les familles, c'est seulement 6% des unités d'habitation, alors que pour la moyenne montréalaise, c'est 24%. Donc, pour nous, là, c'est vraiment, que les logements sociaux se construisent dans ce projet-là, puis que le nombre d'unités pour les familles passe à 40 unités. Présentement, c'est un projet qui présente juste 6 unités de 3 chambres à coucher et plus. Puis pour nous, c'est vraiment insuffisant quand on met en rapport avec les besoins qui sont exprimés depuis de nombreuses années par la communauté. Donc, en gros, ce serait ça. Bien, merci beaucoup. Là, je ne voulais pas vous couper, mais je n'ai pas une manière gentille de montrer. Non, je comprends tout à fait. Je suis obligée de couper la parole pour le dire. Je m'en excuse. Il n'y a pas de problème. Merci. Des questions, Madame Atomé? Merci pour votre présentation. J'avais une première question sur le besoin de logement pour la population de 55 ans et plus, pour laquelle le projet de patience Agatis donc qui vise cette population-là. J'aimerais savoir si vous pensez que c'est nécessaire ou que vous observez qu'il y a un besoin à ce niveau-là. Donc, je ne vous entends pas très bien, donc je vais juste reformuler votre question pour être sûr que j'ai bien compris. Donc, vous me demandez si les unités qui sont proposées, qui est pour des personnes de 55 ans et plus, c'est une nécessité dans notre quartier où il y aurait moyen d'y répondre autrement. Est-ce que c'est bien ça? Oui, c'est ça. Oui. OK, parfait. Ben, comme je mentionne dans le mémoire qu'on a déposé, en fait, c'est que les petites unités d'habitation dans le quartier Peter McGill, c'est déjà plus que 60% des logements qui sont proposés. Puis, il y a les projets qui s'en viennent aussi, que là, je n'ai pas nécessairement mentionné, mais qui sont aussi des projets qui proposent de petites unités, soit des studios, soit une chambre à coucher. Donc, dans notre quartier, là, des logements pour les familles, c'est vraiment un manque. Je mentionne aussi dans l'étude le fait qu'on a quand même 17% des ménages, presque 18% des ménages seulement du secteur Shaughnessy, même pas du quartier complet, qui vivent dans des logements de taille insuffisante. Donc, pour nous, là, c'est vraiment important qu'il y ait de l'ajout de logements pour les familles. On n'est pas contre le fait que les personnes de 55 ans et plus veulent vivre dans le quartier, loin de là. C'est juste qu'on sait là, présentement que c'est pas une nécessité, considérant que c'est plus que 60% qui est déjà construit, puis que c'est d'autres petites unités qui s'en viennent aussi dans le quartier. Donc, pour répondre à ce genre de demande-là ou de besoin-là, c'est déjà dans le quartier. Donc, c'est pour ça que nous, on demande des projets qui répondent aux besoins des familles. On sait que pour les promoteurs, c'est pas avantageux parce que ça veut dire que dans le même nombre de pieds carrés, ça représente moins d'unités. Mais pour nous, c'est pas justifiable. La Ville de Montréal veut qu'il y ait des familles qui s'installent au centre-ville. Pourtant, elle continue d'approuver des projets qui ne répondent pas du tout aux besoins des familles. Donc, pour nous, c'est incompréhensible. Si je lis bien, vous êtes contre la spéculation foncière dans le centre-ville et en même temps contre la densité, l'augmentation, plutôt pour la diminution de la densité et des hauteurs. Mais vous en parlez aussi que ça met une pression sur le loyer, ayant moins de logements, ça met une pression plus grande, plus forte sur les loyers. Comment est-ce que vous pouvez concilier tout ça? Oui, effectivement, c'est une des particularités du centre-ville. On est conscient que les demandes ou les besoins environnementaux, le développement durable, la transition écologique demandent une densification des milieux. C'est pour ça qu'on mentionne que pour nous, la densification à tout prix, c'est pas une voie à suivre, c'est un outil, la densification.
On n'est pas contre l'idée si la densification se fait avec des services qui suivent pour répondre aux besoins des populations, que ce soit des services en santé, des commerces de proximité, des services pour les familles, des CPE, ce genre de choses-là. La problématique qu'on vit dans le quartier, comme je l'ai mentionné, c'est qu'il y a présentement pas ou très peu de logements sociaux. On a 2 seuls HLM dans le quartier qui sont pour des personnes de 65 ans et plus. Il n'y a pas de logements sociaux pour les familles. On avait un seul projet qui est présentement en péril, c'est sur l'ancien hôpital de Montréal pour enfants. Il y avait une annonce que 150 unités de logement social pour les familles étaient prévues. Ça fait 2 ans, la Ville est en bataille avec le promoteur pour construire ce projet-là. Donc là, pour nous, c'est qu'il y a de la spéculation qui se fait dans le quartier, mais il n'y a jamais de logements sociaux qui pourraient permettre une densification tout en permettant aux personnes vulnérables, aux personnes avec des revenus plus faibles que la moyenne ou même aux familles de rester au centre-ville. Donc ça, pour nous, ce serait comme une façon un peu de répondre à ce besoin-là, c'est de dire on peut densifier, mais on peut aussi densifier en faisant du logement social. C'est pas pour nous contradictoire. Puis tout ça en prenant en compte le fait que, on a déjà une carence en espace vert. Donc, comment la Ville peut, avec les terrains qui restent, contribuer à créer des nouveaux parcs, à créer des nouveaux espaces verts. On a besoin d'une bibliothèque dans le quartier, ça s'en vient, mais ça fait déjà 20 ans qu'on attend. Il n'y a pas de centre communautaire. Donc, tu sais, c'est de voir comment la densification peut se faire, mais pas au détriment des populations déjà vulnérables qui vivent dans le quartier. Et une augmentation significative du logement social, est-ce que ça signifie pour vous la construction en hauteur? Est-ce que ça signifie pour nous la construction à... J'ai pas compris le dernier mot de votre question, je m'excuse. En hauteur. Pour construire des logements d'une façon significative, et c'est ce qui semble dire l'Office municipal d'habitation aussi, ça prend des projets d'une certaine envergure et ça laisse sous-entendre qu'il faut que ça soit en hauteur, étant donné le manque d'espace dans le centre-ville. C'est quoi votre position? Tout à fait. Ben, c'est pour ça que je dis que pour nous, c'est pas qu'on est contre toute forme de densification, c'est que là, présentement, dans les dernières années, on a vu des projets de milliers d'unités poussés là, dans notre quartier, là, puis il y avait déjà un manque de parcs, il n'y a toujours pas d'école primaire dans notre quartier. Donc là, pour nous, c'est de dire, ben, est-ce qu'on peut mettre un peu un frein là-dessus, puis de voir comment on peut densifier de manière équilibrée. Donc, est-ce qu'on peut faire un projet de logement social de 150 unités? On n'a rien contre, mais si on veut, j'aime pas l'expression, mais de parquer des gens dans des logements sociaux sans offrir de services pour accompagner, je veux dire, n'importe qui, là, que vous soyez riche ou que vous soyez une personne ou une famille vulnérable ou à faible revenu, tout le monde a besoin d'aller au parc, tout le monde a besoin de commerce de proximité. Donc là, présentement, ce qu'on voit dans le quartier, c'est que la densification amène la spéculation, ça fait fuir les commerces de proximité. On voit apparaître des commerces de luxe qui répondent pas aux besoins des gens qui sont déjà dans le quartier. Donc, pour nous, d'avoir, comme on l'a mentionné dans notre mémoire, mais s'il y avait la possibilité, par exemple, pour les promoteurs qui travaillent, qui développent dans le quartier, de combiner leurs obligations en termes de logements sociaux pour pouvoir construire des projets de logements sociaux qui répondent aux critères de la Ville, là, parce que la Ville de Montréal considère que des projets de 25 unités de logement social, c'est pas des projets viables. Mais si les promoteurs pouvaient combiner leurs obligations, on arrêterait de passer par l'espèce de compensation financière qui se fait depuis des années, puis on verrait enfin apparaître des projets de logement sociaux. Là, présentement, la cagnotte se remplit, mais pour le quartier, ça signifie simplement de vivre les inconvénients sans vivre les avantages un peu de ces compensations financières-là, dans le sens que les gens continuent de quitter parce que les prix des habitations ou des loyers continuent d'augmenter. Donc, prenons cet argent-là, on va faire un pool un peu, si on veut, des obligations de logement social, puis on va les construire, ces projets-là. Mais présentement, tout ce que les promoteurs peuvent faire dans les circonstances, c'est faire des compensations financières parce qu'en plus, la Ville n'encourage pas.
les projets mixtes, c'est-à-dire, par exemple, des projets de condos mixés avec des unités de logement social. Donc, la Ville veut que ce soit absolument 2 projets séparés, mais vu la petite superficie des lots du centre-ville, ben c'est pas possible. Donc, les promoteurs continuent de procéder à des compensations financières plutôt que de créer des projets de logements sociaux. Donc, pour nous, on n'est pas contre des gros projets de logements sociaux, mais on veut que ça vienne avec des services. Puis c'est ça un peu qu'on demande, là, que ce soit équilibré et que ce soit réfléchi, et non pas du développement à tout vent. D'accord. Il nous reste à peine 1 minute. Question? Oui. Outre le fait d'augmenter le nombre de logements de 3 chambres à coucher, on n'arrive pas à saisir exactement c'est quoi votre position par rapport au projet immobilier comme tel. Êtes-vous pour ou contre? Bien, considérant le projet, est-ce qu'il répond aux besoins du quartier? La réponse, c'est non. Il n'y a pas du tout de logement social qui est proposé dans le projet. Le nombre d'unités abordables est très peu, puis considérant le fait qu'il n'y a pas de contrôle qui se fait sur qu'est-ce qui est abordable, qui loge dans ces unités abordables-là, pour nous, c'est pas. On sait très bien là, que dans 5 ans, ces unités-là seront plus abordables, puis que ça répond pas aux besoins des familles parce que c'est des petites unités. On n'est pas vraiment favorable au projet. Après ça, d'un point de vue architectural ou l'intégration, par exemple, de la Maison Young, nous, on n'a pas de point de vue là-dessus. Notre expertise ne nous permet pas de vous fournir une analyse poussée là, de l'architecture proposée. On comprend que le but, c'est d'avoir une tête, un îlot là, qui est un peu plus cohérent, et je le conçois tout à fait. Mais pour ce qui est proposé comme typologie dans le projet, nous, ça ne nous intéresse pas. Pour ce qui est de l'autre objet de la consultation, êtes-vous en faveur de l'abaissement des hauteurs de 25 à 16 mètres dans le secteur identifié? Ça, on est quand même favorable, effectivement, à l'idée de les baisser pour éventuellement réfléchir à une densification peut-être plus ciblée dans le quartier et à développer d'autres projets. Donc, on n'est pas contre la diminution de la densité et des hauteurs dans le secteur chantier. Merci. Merci beaucoup. Écoutez, je voudrais vous remercier, entre autres, pour vos pages portraits de quartier qui nous ont beaucoup intéressés. Je sais qu'il nous reste peu de temps, mais quand vous dites que les revenus moyens, 41% des personnes sont sous le seuil de faible revenu, est-ce que, et qu'en même temps, il y a 39,9% des personnes qui sont étudiants à temps plein ou à temps partiel, est-ce que vous êtes capable de faire une corrélation entre les deux ou on a mal lu votre document? Non, en fait, c'est que on a fait une mise à jour de notre portrait, puis c'est 2 données qui sont extrêmement difficiles, ils sont très intrinsèques, là, c'est très difficile de départager quelles portions sont des étudiants à faible revenu et lesquels ne les sont pas. Par contre, nous, la problématique qu'on voit aussi, c'est qu'on a beaucoup d'étudiants étrangers qui ont des familles. Donc, nous, durant la pandémie, c'est quelque chose qu'on a remarqué, là, c'est qu'il y a beaucoup d'étudiants qui ont soit juste un statut d'étudiant ou qui n'ont pas de statut, qui n'ont pas le droit à des services, donc qui vivent une certaine pauvreté le temps de leurs études. C'est quand même problématique là, pour notre quartier, mais malheureusement, je ne peux pas vous donner de réponse. C'est une donnée trop fine qu'on n'est pas capable d'aller chercher, malheureusement. Bien, je vous remercie beaucoup. Le temps est écoulé. Alors, on vous remercie. Bientôt, la soirée sera finie et ça sera pour nous, les commissaires, le temps de relire tout le monde et de faire l'analyse des recommandations de tous les groupes et on va se mettre à l'écriture. Un rapport devrait sortir dans quelques mois. D'accord. Je vous remercie beaucoup pour vos questions puis bonne lecture. Merci beaucoup, madame. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir.